Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market hebdomadaire. Nous sommes le lundi 23 novembre et nous allons aujourd'hui aborder un sujet suite à de nombreuses demandes. Nous allons aborder le Bitcoin. Mais donc en fin de cette présentation, on va avant cela faire un rapide tour de l'actualité économique et financière. On va s'attarder quelque peu sur les restrictions concernant le Covid et sur les indices américains. Alors concernant l'actualité économique et financière lors de la séance en Asie-Pacifique, nous avons pu constater des hausses avec notamment le S&P SX 200 qui a gagné 0,3%, le Kospi coréen 1,9% et les indices chinois en baisse de 1%. À noter que les bourses japonaises sont fermées étant donné que c'est un jour férié. Alors la séance a également commencé en territoire positif pour le DAX, notamment suite à la publication des chiffres flash PMI qui ont soutenu le DAX qui est allé chercher la bande supérieure de son range. Nous allons en parler d'ici quelques minutes. À noter que Sky News rapporte que l'accord concernant le Brexit est approuvé à 95%, mais que certaines divergences subsistent, notamment concernant la pêche, la gouvernance et la concurrence. Le GBP-USD également a progressé considérablement. Et la Food and Drug Administration américaine a délivré une autorisation d'urgence pour le traitement de Régénéron face au coronavirus. Selon les médias, le Royaume-Uni pourrait approuver cette semaine le vaccin contre le coronavirus de Pfizer et les États-Unis d'ailleurs qui s'attendent à une vaccination des personnes à risque à partir de la fin décembre. L'Allemagne également d'ici la fin de l'année et l'Espagne en début d'année prochaine. Donc des perspectives de vaccination de masse ou en tout cas d'un début de vaccination ont boosté le sentiment en Asie-Pacifique en début de séance européenne. Un sentiment qui a été ravivé davantage par la publication des chiffres PMI. À noter que les États-Unis vont ajouter 4 entreprises chinoises à la liste noire du Pentagone, tandis que l'ajout de 89 autres entreprises est envisagé. Les États-Unis qui ont signalé plus de 200 000 nouveaux cas de coronavirus vendredi, un record quotidien pour un seul et même pays. Et l'économiste en chef de la BCE a déclaré que les nouvelles restrictions entraîneront une baisse de l'activité économique moins importante que celle du premier semestre. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. On s'intéressera par la suite au calendrier économique et à la situation technique de tous ces actifs. Mais avant cela, nous allons faire notre point hebdomadaire. Et nous allons donc débuter par les indices. Alors les indices, les marchés attendent un signal. Pourquoi un signal? Quel type de signal? Il faut savoir que les marchés sont actuellement surévalués et sont également surachetés. Donc la seule chose qu'il manquerait serait un signal en vue donc d'un éventuel repli. Et selon l'enquête de la Bank of America, les niveaux de liquidité sont très faibles et sont proches des creux d'avant pandémie. On les retrouvera ici sur le graphique avec les niveaux de liquidité actuels qui sont très proches de ceux d'avant la pandémie. Et si on s'intéresse à la surévaluation des actions américaines, nous allons donc la constater par un ratio. Le ratio cours sur chiffre d'affaires, on peut constater que les indices américains sont surévalués à des niveaux pratiquement jamais inégalés. Donc une surévaluation qui pourrait donc présager un éventuel repli, et ce repli pourrait être entraîné par des mesures de confinement aux États-Unis. Mais attention, car les marchés pourraient entrer dans une schizophrénie et pourraient donc décider d'interpréter cela comme une chance d'obtenir un accord fiscal au Congrès américain. Donc une mauvaise nouvelle qui pourrait en devenir une bonne et peut-être même continuer d'alimenter un rallye. Alors concernant la situation macroéconomique en Chine, nous allons en parler très rapidement. C'est la première fois que nous abordons ce type de thème. Nous allons le faire aujourd'hui car il est important de constater cette hausse considérable ici des rendements que l'on peut constater sur le graphique de gauche. Il faut savoir que le gouvernement chinois officiellement laisse croire que l'économie chinoise a réussi à se remettre de la pandémie. Nous avons tout de même assisté à certaines faillites qui ont entraîné une hausse des rendements que l'on peut constater ici sur le graphique de gauche. Et Fitch, selon les maturités des obligations, s'attend donc à ce que cette tendance se poursuive jusqu'à l'année prochaine. Mais à noter que Pékin ne laissera pas donc tomber son marché. Mais donc nous l'abordons actuellement au vu de l'optimisme ambiant.
Après avoir abordé cette situation macroéconomique en Chine qui n'est pas si bonne que ce que laisse penser le gouvernement, nous allons nous intéresser à la situation sanitaire aux États-Unis. Nous allons parler notamment des restrictions. Effectivement, nous avons appris la semaine dernière que New York avait décidé de fermer les écoles. Ça ne suffira pas, on peut s'attendre à d'autres restrictions. Cela pourrait être le signal ou cela, effectivement, pourrait être interprété comme une bonne nouvelle par les opérateurs. Cependant, il est important de noter ici que les restrictions actuelles ne seront pas suffisantes. Alors, la représentation de gauche nous montre ici les différentes restrictions selon les États, les restrictions qui avaient été imposées pendant le printemps. Nous avons par la suite assisté à quelques réouvertures. Certaines réouvertures étaient beaucoup plus précoces et nous avons assisté à quelques nouvelles restrictions après le pic de l'été. Et donc, il y a une énorme divergence entre les différents États. Certains avaient appliqué des restrictions légères. La couleur est plutôt claire ici. Lorsque la couleur est foncée, c'est que les restrictions sont sévères. Et donc, certains États avaient appliqué quelques restrictions légères pendant des courtes durées, quand d'autres avaient appliqué des restrictions et sont toujours sous le coup de cette dernière. Ce qu'il est important de noter, c'est que les États qui présentent des restrictions assez faibles représentent également les États qui ont un nombre élevé d'hospitalisations. Et étant donné, au vu de l'aggravation de la situation pandémique, de la progression du coronavirus aux États-Unis, des restrictions conséquentes, des restrictions majeures pourraient être à nouveau imposées. Et effectivement, les marchés sont actuellement centrés sur le vaccin, mais les États-Unis ne pourront pas arriver à une vaccination de masse sans restrictions supplémentaires avant cela. Et donc, comme nous l'avons dit, le gouvernement Trump souhaiterait commencer la vaccination. Il me semble que c'est à hauteur de... je n'ai plus les chiffres en tête, mais le début de la vaccination devrait se faire à la fin du mois de décembre pour les personnes à risque. Et donc, la campagne de vaccination ne sera que progressive, mais il faudra tout de même instaurer de nouvelles restrictions dans un souci d'efficacité de cette campagne. Donc, des restrictions à venir, des restrictions qui pourraient se renforcer, qui pourraient constituer un signal. Mais la prudence restera de mise. Alors, le focus de la semaine, nous allons enfin nous intéresser au Bitcoin. Un Bitcoin qui est actuellement en plein rallye. On va essayer de répondre à cette question. Est-ce que le rallye sur cette crypto-monnaie, sur le Bitcoin, va-t-il se prolonger? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons de nouveaux forecasts, de nouvelles prévisions de la Citi. Nous allons en parler également. Nous allons essayer de voir si ces prévisions sont réalistes ou non. Alors tout d'abord, on va essayer de faire un point sur le Bitcoin. Nous n'en parlons que très rarement ici en Good Morning Market. Donc nous allons faire un point technique, un point historique, pardon, sur les cours du Bitcoin. Alors nous avons décelé quatre phases majeures. Nous avons tout d'abord en 1, nous avons le rallye de 2017 avec le crash qui a suivi ce rallye après le pic, donc le crash de 2018. On retrouve donc cette zone ici en 1. En 2, ici, nous avons le repli suite à l'apparition du coronavirus dans nos pays. Et donc, c'est la zone 2. Et la zone 3, bien entendu, c'est la normalisation de la situation en raison de l'intervention massive des banquiers centraux. Et en 4, nous avons le rallye actuel. Et la question que nous allons essayer de nous poser, est-ce que ce rallye va réussir donc à poursuivre comme le prévoit la Citi? On va parler également des prévisions de la Citi, car la Citi prévoit que le cours du Bitcoin poursuivra sa hausse pour atteindre 318 000 $ d'ici la fin 2021. Alors, plusieurs arguments pour cela. Tout d'abord, l'avancée technologique, l'interventionnisme extrême de la Réserve fédérale américaine, l'augmentation de la dette publique et l'effondrement de la confiance dans la monnaie fiduciaire. Donc tous ces arguments-là plaideraient en faveur donc d'une poursuite de la hausse. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comparer la situation actuelle avec celle du rallye de 2017. Est-ce que le Bitcoin s'est amélioré? Est-ce qu'il a fait des progrès depuis, ce qui lui permettrait d'aller plus loin? Ensuite, nous allons essayer de voir si ce rallye a des fondements solides. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin n'a pas dominé comme attendu les services de paiement. Et effectivement, c'est l'argument principal d'un point de vue fondamental dans la poursuite de ce rallye haussier. Ce n'est pas du tout le cas. Les bitcoins qui ont été envoyés aux services marchands, le montant des bitcoins envoyés aux services marchands est encore plus faible qu'en 2017. Nous sommes toujours dans cette optique de comparaison avec le rallye 2017. Et donc, à noter que les services marchands représentent une activité marginale pour le bitcoin.
et chose que l'on peut ici constater graphiquement. Alors, à noter également, dans cet esprit de comparaison avec 2017, les transactions quotidiennes n'ont pas augmenté depuis. Et selon blockchain.com, le nombre de transactions quotidiennes en Bitcoin et la valeur estimée des transactions quotidiennes sont à des niveaux observés en 2017, donc aucune augmentation depuis. Et donc, on ne constate pas cet effet de popularité de masse du Bitcoin. De plus, une étude menée par Bitwise en 2019 suggère que jusqu'à 95% des transactions en Bitcoin sur les bourses sont artificielles et que le chiffre d'affaires réel est inférieur à 300 millions de dollars par jour. Ce serait un chiffre, bien entendu, ridiculement petit par rapport à ce que l'on peut espérer, notamment face à ce rallye. Alors à présent, nous allons nous intéresser au Tether. Est-ce un réel intérêt ou est-ce une menace pour le Bitcoin? Alors il faut noter effectivement que ce récent rallye du Bitcoin coïncide avec l'augmentation de l'offre de Tether, actuellement à plus de 17 milliards de dollars. Et à noter que le Tether, contrairement au Bitcoin, pourrait être créé sans limite. Bitfinex déclare qu'il reflète l'intérêt des clients pour la crypto-monnaie. Alors cependant, donc, une étude menée par le professeur Griffin et Shams a révélé que la quasi-totalité du rallye de 2017 pourrait être associée à un seul et même trader sur la plateforme Bitfinex. Alors Bitfinex et Tether sont tous deux contrôlés par le même capital et selon les auteurs de l'étude, Tether a été utilisé pour manipuler les cours du Bitcoin. Alors la question que l'on se pose actuellement, est-ce que l'on fait face à un scénario similaire? En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de réelle preuve, mais la situation est vraiment semblable. Donc, prudence sur le Bitcoin, malgré ces prévisions, ces forecasts de Citi. D'ailleurs, on va en parler, ces prévisions, ces prédictions même de Citi. Alors, donc, ici, clairement, c'est ce qu'on appelle, ce que l'on peut appeler donc la prophétie autoréalisatrice. Est-ce que justement ces forecasts de Citi viennent soutenir le rallye haussier du Bitcoin? On pourrait être tenté de le penser sous cet effet donc de prophétie autoréalisatrice. Cependant, prudence, car la seule base de ces prévisions, c'est l'analyse technique. Et qui plus est, l'analyse technique sur une échelle logarithmique avec un objectif beaucoup trop éloigné pour espérer une telle précision. Donc une méthodologie peut-être un peu trop approximative pour une telle prédiction de hausse sur une échelle logarithmique. Alors je vous rappelle qu'il y a deux types, les deux principaux types d'échelles, logarithmique et arithmétique. L'échelle arithmétique, c'est celle que nous connaissons tous sur nos plateformes. L'échelle logarithmique est réduite. Elle permet donc par exemple, grâce à une échelle logarithmique, on pourrait afficher un graphique du Dow Jones sur 100 ans, sur une seule et même page. D'ailleurs, c'était mon écran de veille pendant très longtemps. Et donc, effectivement, ça permet simplement d'inclure donc des graphiques sur des horizons de temps extrêmement élevés, étant donné que l'axe désordonné est considérablement réduit. Donc il faut tout de même rester prudent par rapport à ces prédictions sur une échelle logarithmique basée sur de l'analyse technique et qui vient donc nous présenter un objectif beaucoup trop éloigné pour avoir une telle certitude en se basant uniquement sur l'analyse technique. Donc voilà pour ce petit point concernant le Bitcoin. Nous allons à présent passer sur notre plateforme Xstation 5 pour constater ici les différents mouvements de marché. Alors il faut savoir que l'on a pris connaissance de certaines données, notamment les données PMI. Alors c'est ce que l'on attend, c'est ce qui rythme la séance aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance des PMI en France, PMI des services le PMI des services qui souffre énormément du fait donc des restrictions. Nous avons pris connaissance également du même chiffre en provenance d'Allemagne, de la zone euro. On va prendre connaissance du même chiffre en provenance du Royaume-Uni. Et l'après-midi, ce sera au tour des États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le secteur manufacturier a fait état est ressorti à 49,1 contre 50,1 attendu. C'est une contraction, donc on repasse en dessous
du niveau des 50. Pour les services en France, on est passé à 38, on s'attendait à 38, c'est dans les attentes. En Allemagne, et c'est ce qui a soutenu le sentiment de marché, on va le voir tout de suite sur le graphique du DAX. Alors en Allemagne, le PMI manufacturier est ressorti à 57,9 contre 56,5 attendu. Le PMI des services, quant à lui, est sorti à 46,2 contre 46,3 attendu. Donc c'est ce qui est venu soutenir le marché. Nous allons le constater immédiatement sur un graphique DAX. Sinon, qu'est-ce qu'il y aura donc à dire par rapport à cette séance et au calendrier économique? C'est principalement des PMI, donc on va passer directement sur nos graphiques DAX. Un DAX en données journalières ici qui progresse au-dessus des 13 200 points. Et un DAX qui, effectivement, est allé chercher la borne supérieure de son range. Alors, malheureusement, vendredi, il n'y a pas eu de GBM, car il y a eu un problème de son. C'est cette configuration que je souhaitais aborder avec vous, avec un nuage H4 qui vient en support, qui vient confirmer les perspectives haussières, qui vient les renforcer considérablement. Et nous sommes en données H1 ici, avec notre Ishimoku en données H1 que l'on retrouve ici. Alors, effectivement, les données PMI ont permis d'aller chercher la borne supérieure du range. Très tôt ce matin, l'enjeu était de se maintenir au-dessus de 13 200 points. Le PMI allemand a permis d'aller chercher la borne supérieure. Et si on venait à le franchir, donc ce serait la porte ouverte à une poursuite de la hausse pour le DAX. Donc un DAX qui, pour le moment, ne parvient pas à s'affranchir de la borne supérieure de son range. Mais si le sentiment se maintient, si le sentiment de marché se maintient, celui-ci ne devrait pas avoir de peine à se hisser au-dessus de cette résistance. Qu'en est-il du CAC 40? Un CAC 40 également qui a réussi à se hisser au-dessus de son range et qui va enfin pouvoir prendre le large en direction des 5620 points. Nous allons afficher le rayon immédiatement. C'est l'objectif pour le CAC 40. Un CAC 40 qui a enfin réussi à se hisser ici au-dessus de son range. Et le CAC 40 donc qui ignore les chiffres PMI flash de la France et qui se focus sur les chiffres allemands. Et nous sommes donc à 5540 à l'heure actuelle. Qu'en est-il du Nasdaq? Alors le Nasdaq est toujours dans sa figure chartiste, un Nasdaq qui est en dessous de sa Kijun, qui va devoir parvenir à se hisser au-dessus de cette dernière pour espérer continuer sa progression, espérer aller chercher le seuil psychologique à 12 000 points. Nous sommes au-dessus de notre nuage, il faudra donc réussir à se hisser au-dessus de la Kijun pour espérer un tel scénario. Qu'en est-il du Dow Jones? Un Dow Jones qui, après s'être replié, tente à présent de se hisser au-dessus de sa Tenkan. Alors le Dow Jones en données intraday, en données H1 plus particulièrement, est en plein milieu de son nuage, mais s'il parvient à se hisser au-dessus ici de sa résistance aux alentours des 29 450, il devrait donc réussir à rallier sans grande difficulté les 29 520 et ce sera donc la résistance à franchir pour espérer aller chercher des précédents sommets de la mi-novembre. Alors pour l'heure, nous allons donc, on remarque ici une forte résistance qu'il faudra réussir à franchir pour tenter une sortie du nuage par le haut. Et seule cette sortie du nuage par le haut permettrait d'aller chercher les sommets du 18 novembre. Le S&P 500 en données, tout d'abord, ici en données journalières, redémarre à la hausse pour se placer au-dessus de sa Tenkan. Qu'en est-il en données intraday? Même topo, nous faisons face, même topo que pour le Dow Jones, nous faisons face à une résistance ici qui correspond plus ou moins à son palier de SSB, donc des perspectives haussières beaucoup plus proches visiblement pour le S&P 500 qui ne doit que s'affranchir des 3582 pour réussir à aller chercher lui ses sommets du 18 novembre. Donc voilà pour les indices, nous allons passer sans plus tarder sur les matières premières. Nous allons débuter par le gold. Le gold qui fait toujours du surplace pour le moment d'un point de vue journalier. Alors certes, il y a des mouvements en intraday, mais comme annoncé précédemment, cette épaisseur du nuage ne nous laisse pas présager quelques avancées haussières avant tout du moins la fin dans 3 jours, tout simplement, à partir du 26 novembre, 26 voire 27. Là, on pourra espérer une hausse du gold s'il parvient, une hausse de l'or, si l'or parvient à se maintenir au-dessus de cette oblique baissière. Donc les chances seront extrêmement élevées de voir le début d'une hausse pour le gold dans 3 jours, plus particulièrement. En tout cas, c'est ce que nous dit le technique, c'est ce que nous dit Ishimoku, et la barrière à ce moment-là sera à 1907
Et si on parvient à s'affranchir des 1907, à ce moment-là, ce serait une accélération haussière. Donc prudence pour le moment. Le gold doit réussir à se maintenir au-dessus de cette oblique baissière. S'il se replie par la suite pour aller chercher les 1850, cette oblique baissière pourrait créer une certaine tension à la baisse. Et là, il ne faudra pas passer en dessus des 1850 car on s'éloignerait considérablement du scénario haussier. Le copper, donc, qui est allé chercher l'objectif, hein, après avoir patiné pendant quelques séances, hein, c'était assez précis, les 7274. À présent, nous sommes très précisément sur le seuil psychologique des 7200. Et le pétrole également, qui a décollé sans grande surprise. Et donc, nous avions pas mal hésité la semaine dernière concernant la configuration chartiste. Nous avions retenu un dernier range ici sur le travail de ce graphique-là. On va d'ailleurs afficher le rayon. Je pense que c'est très précisément ce qu'on est allé chercher, pratiquement. Alors peut-être que j'ai été un peu plus précis ici concernant mon canal. Voilà, donc c'est très précisément ce que nous sommes allés chercher. C'est la borne haute de notre canal ascendant, pardon. Nous sommes au-dessus des 43 $. Attention, on pourrait se replier après une telle hausse. Et donc, on pourrait aller chercher la borne inférieure. Donc, prudence. Prudence après une telle hausse. On pourrait revenir ici, aller chercher notre Tenkan aux alentours des 42,50. Mais en tout cas, les perspectives techniques sont clairement haussières pour le pétrole WTI. Qu'en est-il pour le café? Sans grande surprise, le café s'est replié. Le café n'a pas réussi à aller au-delà des 124. Pour rappel, 124, ça correspondait premièrement à une oblique baissière qui relie le sommet de 2011 avec le sommet de 2019. Deuxièmement, cela correspondait à notre nuage mensuel. Et donc, un test ici était annonciateur de repli, un repli qui ne s'est pas laissé attendre. Nous sommes allés chercher notre Tenkan et à présent, le café tente d'aller chercher le seuil psychologique des 120 pour tenter de repartir à la hausse. Donc ici, effectivement, il y avait un bon point de vente, hein, comme on en a parlé effectivement jeudi ou mercredi. Les 124 étaient un point de vente redoutable et ça permettait ici de prendre plus de 5% pour donc une matière première qui ne nécessite pas énormément de marge, d'où son attrait considérable. Et une matière première qui réagit très très bien aux fondamentaux, d'où, si je puis dire entre guillemets, sa simplicité. Car il suffit simplement de s'intéresser à la production de café, au billet vert et l'USD BRL, ça suffit amplement pour trader le café. Alors qu'en est-il du billet vert? Le billet vert qui est sur son support, un support qui, s'il cède, pourrait entraîner une accélération baissière. L'euro-dollar a connu une forte volatilité en ce début de séance. C'est l'euro principalement qui a été volatile, notamment suite à la publication du PMI allemand. Pour l'heure, l'euro-dollar tente de se hisser au-dessus des 1,1880, mais plus largement de se hisser au-dessus de cette oblique haussière pour aller chercher ses récents sommets à 1,1890. Les perspectives haussières sont à privilégier. À noter ici notre nuage, notre Kijun en support. Il faudra réussir à se hisser au-dessus de cette oblique pour l'utiliser en tant que support et réussir à aller chercher les récents sommets. L'USD-TRI qui a réintégré son nuage et donc on revient à la configuration de la semaine dernière. On va attendre un franchissement des 7,78,600. 7,78,600 en cas de franchissement de cette résistance, on devrait aller chercher notre Kijun à 8,0345. Donc ce serait l'objectif en cas de franchissement de ce niveau-là. L'USD-TRI qui retrouve des couleurs et en cas de sortie de nuage, pour aller chercher donc sa Kijun, mais attention, un élément vient plaider en faveur d'une baisse de court terme. C'est notre lagging span, une lagging span qui va faire face ici à une grosse bougie verte
qui pourrait l'entraîner en repli, et ça correspond justement au test de cette résistance. Donc effectivement, au contact de cette dernière, on pourrait retracer quelque peu cette bougie pour aller se placer à 7,71 avant de trouver un meilleur élan haussier pour aller chercher notre objectif. Donc peut-être un repli aux alentours des 7,71 avant d'aller chercher d'aller sortir de notre nuage dès demain, lorsque la lagging span aura un peu plus de marge de manœuvre pour espérer une telle progression. Alors ce Good Morning Market hebdomadaire touche à sa fin. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous avons abordé les crypto-monnaies, plus particulièrement le Bitcoin, avec ce forecast de Citi qui est à prendre avec une énorme précaution. Tous les arguments sont, si je puis dire, si j'ose dire, donc sont contestables. Donc prudence sur ce rallye haussier. Cependant, je vous avoue que le Bitcoin est très difficile à prédire, hein, effectivement, et quand ce dernier est en rallye haussier, il vaut mieux prendre le train au démarrage. Donc prudence sur les crypto-monnaies, plus particulièrement sur le Bitcoin. Prudence également sur les indices américains qui sont surévalués, hein, on l'a vu par différents ratios au cours des dernières séances, et on est dans l'attente de signaux, visiblement signaux baissiers. Attention aux restrictions qui pourraient se renforcer aux États-Unis. La question que l'on se posera très certainement prochainement, c'est comment les opérateurs vont interpréter ces restrictions. Est-ce que cela sera de bon augure pour l'avenir, ou est-ce que cela au contraire entraînera donc un sell-off? Donc beaucoup de questions, d'où la prudence, hein, sur les marchés actuellement. En tout cas, le DAX ne laisserait pas de doute en cas de sortie par le haut de son range, hein. Il est bien lancé pour, et nous avons ce nuage H4 qui vient donc accompagner cette hausse. Donc pour l'heure, les stratégies de court terme sont à privilégier car l'incertitude de moyen terme persiste. Alors merci à toutes et à tous pour votre temps, pour votre fidélité. Je m'excuse encore une fois de ne pas avoir été en mesure de vous fournir un Good Morning Market vendredi. Alors je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son grâce à vos commentaires. Malheureusement, je n'ai pas pu en refaire un nouveau dans la foulée. Mais en tout cas, merci de votre compréhension. Excellente séance de trading à toutes et à tous, et on se retrouve dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.